À la veille de la Révolution, la cité de Liège comptait à peu près 55 000 habitants, soit le quart de sa population actuelle. Loin d'être une grande cité, elle était appelée à devenir l'un des bassins industriels les plus importants en Europe. Mais les industries nouvelles tardaient à se développer. Dans la cité de Liège, la population avait considérablement augmenté, mais il n'y avait pas de travail. Les rues de certains quartiers de Liège, mais plus encore celles des faubourgs, frappaient par leur état de délabrement et l'aspect famélique des habitants. La pauvreté des masses était insupportable. D'après les historiens, 25% de la population liégeoise vivait sous le seuil de pauvreté et subsistait uniquement grâce à la mendicité. Liège souffrait gravement des plaies habituellement colportées par la pauvreté. Délinquance, prostitution, alcoolisme, mortalité sévère. Les rues n'étaient pas sûres la nuit et les voyageurs étrangers, dès leur apparition, étaient assaillis par des grappes de gamins vêtus de loques, sales et grossiers, qui nous font immanquablement songer à ceux qui aujourd'hui s'agrippent aux touristes de Calcutta ou de Bombay. Le voyageur Jolivet racontait dans son journal en 1783 qu'il fallait éviter de donner le moindre sou à ces nuées, car une plus grande quantité de mendiants sortait alors de dessous le pavé et, ajoute-t-il, si vous ne leur donnez pas, ils vous accablent d'injures dans un jargon qu'heureusement on ne comprend pas. Des nuées de mendiants? Quelle honte! Quand je pense ce qui était notre ville dans le temps de sa splendeur... Oui, mais il n'y avait aucune richesse à exploiter. L'industrie du zinc et la sidérurgie n'étaient pas encore sorties de terre. Il y avait pourtant des mines de charbon depuis le Moyen-Âge. Oui, mais ça ne rapportait pas grand-chose. Le charbon n'était pas encore utilisé massivement dans la sidérurgie. Le personnage typique des botresses, hérité de ces temps difficiles, maintient dans l'imaginaire collectif l'image de ces petites gens à l'existence âpre. Les botresses étaient des femmes pauvres qui passaient leur journée à transporter du charbon, des légumes, du bois dans leur panier d'osier. Elles pouvaient franchir 25 km en un seul jour avec leurs sabots de bois et avaient la réputation d'apostropher le passant dans une langue colorée. Tout un symbole de la classe ouvrière misérable, mais non point soumise. Dans les faubourgs des ouvriers des houillères, la situation semblait encore pire que dans les ruelles sombres d'Outremeuse. Des taudis en torchis faisaient office de maison, avec de la paille pour tout couchage. En retour, on avait commencé à bâtir. On dormait à 12 ou 15 dans des chambres humides, à même le sol. Le délabrement des corps faisait peine à voir. Certains semblaient couverts de vermine. La dysenterie faisait des ravages. Les misérables n'avaient rien à gager que leurs vêtements, au point qu'on croisait nombre de gens dévêtus et squelettiques. Et les riches, il y en avait tout de même, quand on voit le luxe des maisons bourgeoises. Oui, mais les religieux tenaient tout. Le clergé, exonéré de taxes, jouissait d'une position sociale très confortable. Propriétaire de 40% des biens immobiliers de la cité, la cathédrale, les collégiales, les abbayes étalaient une insupportable prospérité. Il n'avait pas le sens du partage évangélique. Non, pas du tout. Du partage, comment tu dis? J'ai jamais entendu parler. Au lieu de procéder aux aumônes, les bons pères achetaient du foncier pour augmenter les rentes des domaines de l'Église. De leur côté, les nobles grands propriétaires exerçaient le pouvoir politique sans partage. La haute bourgeoisie s'était introduite dans certains rouages de l'administration, mais restait exclue de l'État noble. Les tensions n'allaient pas manquer de s'accroître. Immense multitude affamée et petits artisans privés de droits, tous écrasés d'impôts, faisaient face à une poignée de familles nantis qui décidaient de tout pour tout le monde. Par-dessus ce tableau de misère, le successeur de Welbruck, le comte de Hunsbruck, n'avait pas la fibre sociale de son prédécesseur. Il était ombrageux, ne supportait aucune critique, se vantait de n'avoir lu aucun ouvrage, avait les idées des encyclopédistes en horreur. Cloîtré dans son château de Serein, il ne voyait pas la détresse des foules et ne se préoccupait nullement de soulager leur misère. Et comment tout cela a explosé? Eh bien, ce sont des événements extérieurs qui vont tout précipiter.
Une série de mauvaises récoltes de 1783, l'année sans été, à 1788, faisait grogner les masses, déjà lourdement imposées. Les réformes étaient d'une urgence évidente. Au lieu d'y pourvoir, l'évêque se montrait cassant, intraitable, à invoquer contre les malheurs du temps la faute aux idées nouvelles, à ses yeux toute empreinte d'insolence envers l'Église. Il n'empêche, au cours du printemps de 1789, les nouvelles qui arrivaient de France accaparèrent brusquement toute l'attention. Les aristocrates à la lanterne, ça ira, les aristocrates on les prendra. V'là 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. V'là 300 ans qui donnent des fêtes et qui entretiennent des catins. V'là 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus